Bon, bah, du coup, je vais faire ma petite introduction et après l'interview de Adli. C'est parti. Donc, j'ai rien préparé du tout. Donc, Adli est une personne qui est dans les cryptos depuis hyper longtemps. Il a rencontré Bitcoin, c'était quand? En 2013. 2013, voilà, c'est ça. Et tout de suite, il s'est renseigné. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, il a commencé à écrire un blog. C'est quoi le petit coin-coin? Le coin-coin, ouais. Le petit coin-coin. Le Pourquoi coin-coin. je mets petit devant? Et c'est toujours en ligne, d'ailleurs. C'est toujours en ligne. Après, bon, bah, du coup, ça vieillit, mais c'est toujours en ligne. Ouais, et puis en fait, bah, il a mis le doigt dedans et puis il est rentré tout en entier. Et bah, depuis, moi, j'aime bien dire que Adli, c'est deux choses. C'est un homme des médias, il a souri de moi, un homme des médias et un VC, en quelque sorte. Ouais, je suis investisseur aussi. Voilà, tu es investisseur, mais tu as un côté aussi très… tu es invité pour Shift, ton fonds, mais aussi parce que bah, tu as écrit des livres quand même avec Jacques Favier et un autre avec Benoît du JDC aussi. Et lui. Et un autre avec un de mes associés, Jean-Samuel, l'écrivain aussi. Et un troisième, voilà. Donc, il y a 3 livres et puis bah, ça a été un succès franc. Il me semble que d'ailleurs… ça a été super bien vendu, le premier. Bah ouais, en tout, je pense qu'on est à 5000 exemplaires, quelque chose comme ça. Pas mal. Sur un truc des cryptos, quand même, il faut se rendre compte, c'est franchement incroyable. Donc, super. Et donc, le premier, notamment, c'est un bon livre pour démarrer ou pas? Ou c'est déjà trop… mon sens, oui. Après, faut aimer lire, il faut aimer prendre le temps de comprendre un truc. Ça prend le livre est assez dense. Il est verbeux parce qu'en plus on est tous les deux monnaie acéphale, voilà, on est tous les deux des littéraires à la base, donc le but c'était de faire un livre agréable à lire, qui est plus littéraire que mathématique, même si bien sûr on parle de technique. Donc le premier pour moi c'est le meilleur pour avoir une vision d'ensemble sur d'où viennent les cryptos, pourquoi elles existent, comment Bitcoin est né. Enfin d'ailleurs il est centré sur Bitcoin avant tout, hein. Mais comment tout ça finalement prend place et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur et comment ça marche sous tous les angles, sociologiques, à la fois économiques, à la fois philosophiques. On fait plein de références un peu marrantes parce que bon, on s'est fait plaisir. Il y a 200 notes et quelques dans le bouquin. Donc oui. Puis Jacques Favier, il aime bien aussi. Enfin, moi, je lis son blog. Il aime bien faire des voilà. Ouais. On aime bien les anecdotes. On aime bien les petites. Faire des rapports avec l'histoire, avec des métaphores un peu improbables. Voilà, on a plaisir à ça. Et alors, est-ce que tu es devenu investisseur parce que tu es rentré dans Bitcoin ou tu avais déjà plus ou moins un parcours qui t'a mis là-dessus? Parce qu'il me semble que tu as fait des études littéraires, toi. Moi, quand je suis rentré dans les cryptos, j'avais 20 ans. Donc déjà, bon, pour être investisseur avant 20 ans, il faut vraiment avoir baigné dedans d'une manière ou d'une autre. Mais non, je n'étais pas du tout investisseur. J'aimais le monde de la tech, ça oui. Mais après, j'étais avant tout en lettres classiques. Donc, je faisais du latin et du grec en hippocane et en cane. Et non, l'investissement, c'est vraiment venu avec les cryptos. Moi, ma vie Enfin, je suis un crypto natif dans le sens où j'ai quasiment toute ma vie adulte a été avec les cryptos. Donc, finalement, j'ai appris à investir à travers les cryptos. Et du coup, maintenant, je vais plus te définir comme ça. Peut-être, je vais dire le premier crypto natif de France. Non, bah non. Mais honnêtement, oui. Par contre, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment le plus jeune. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. C'était très rare de voir. Il y a la range de départ des gens qui ont été touchés par le Bitcoin, c'était plus 30 ans, 30-50 ans, on va dire. Et c'était quoi? C'était des informaticiens, pour moi, il y a 3 groupes. Ça, par exemple, on en parle dans la monnaie acéphale, mais il y a les informaticiens et cryptographes, on va dire, vraiment les gens qui sont chercheurs ou qui s'intéressaient au sujet de l'informatique distribuée, qui s'intéressaient à la cryptographie, tous ces sujets-là. Après, il y a les cypherpunks, qui eux sont vraiment plus dans une visée politique et qui finalement se sont intéressés à ce sujet parce qu'ils cherchaient des outils. Mais ils sont aussi très doués au final. C'est pas la prouesse. Généralement, ils sont aussi très informaticiens, mais ça peut ne pas l'être. Et après, il y a les financiers. Il y avait déjà des financiers et les au libertariens. début. Mais ils sont arrivés un peu après. Mais dès que finalement il y a eu une cotation vers 2000. Enfin, au début, il y avait des cotations. Les gens calculaient juste le prix que ça coûtait en électricité. Les premières cotations de Bitcoin, c'est ça. Et après, il y a eu les premiers petits marchés. Il y a aussi le premier achat avec la pizza, etc. Et là, dès que ça a une valeur, finalement, il y a des financiers qui s'y sont intéressés. Et donc, est-ce que tu trouves que la proportion de… Et après, les geeks, de manière générale, on va dire. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur Second Life, par exemple, à l'époque, ont pu entendre parler de Bitcoin parce qu'il y a une des voies d'entrée, c'était le Linden Dollar.
Après, il y a aussi eu tous les gens qui ont commandé des choses sur le darknet, hein, mine de rien. Plein de gens, ça a été leur porte d'entrée aussi vers Bitcoin. Il faut pas l'oublier. Et tu penses, est-ce que la proportion de personnes qui sont là pour l'argent par rapport pour la tech en quelque sorte, est-ce que tu penses qu'elle a été modifiée? Enfin, à quel moment tu vois le swap, genre sur des passionnés? Pour moi, c'est post-2018. Ah oui, donc c'est vraiment beaucoup plus récent. Post-2017-2018. Avant, je dirais que jusqu'en 2016-2017, les gens viennent dans les cryptos parce que soit pour des raisons politiques, soit par curiosité intellectuelle, pour plein d'autres choses, mais rarement pour c'est là où c'est devenu... Après, il y a toujours eu les gens quand même qui venaient pour miner et faire un business de minage, mais en tout cas, les gens qui s'intéressaient au secteur, c'était pas forcément pour l'argent. Je dirais que c'est vraiment venu avec les ICO, etc., où là, il y avait un peu on pourrait dire un espèce de péché originel avec Ethereum, quoi. Et j'ai plein de questions. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que c'est vrai que quand j'ai préparé l'émission pour Sébastien Gouspillou, en fait, c'est vrai que tu vois, moi, comme je n'étais pas spécialement intéressée à la partie financière, mais c'est vrai que j'avais un peu laissé de côté le côté industrie du minage, tu vois, le fait de parler de ça comme une industrie et que potentiellement des gens qui ont peut-être même rien à voir avec tout ça puissent s'y intéresser en se disant, je vais faire une usine de minage. Ça m'était passé au-dessus. Mais du coup, ça, c'est vers quand que des gens ont commencé à se dire, vas-y, je peux faire de l'argent. Par contre. Ouais, très tôt. C'était une des voies d'entrée même. Ouais. Enfin, avant 2012, il y a plein de gens qui commençaient par le minage. Je dirais qu'après 2012, c'est plus... moi, par exemple, c'est un des trucs où je me disais, je vais miner. Au début, quand j'ai découvert Bitcoin, je me suis dit, je vais miner du Bitcoin et tout, c'est trop bien. Bon, rapidement, on voit que... moi, j'ai pas passé le pas, j'ai pas acheté de carte graphique ou autre, mais je connais plein de gens qui ont miné. Dans mon entourage, je connais vraiment beaucoup de gens qui ont miné. C'était vraiment une porte d'entrée, quoi. De se dire... parce que il y a aussi ce délire de la bidouille, d'acheter une carte graphique, de la configurer, de se connecter au réseau, de recevoir petit à petit ses coins, etc. Puis après, il y a eu l'époque de 2014 où il y a eu une explosion des altcoins avant les ICO, où il y avait un moment, il y avait vraiment un nouvel alt toutes les semaines ou même tous les jours avec Dogecoin qui est apparu à cette époque, si je me trompe pas. Il y a eu Darkcoin. Moi, je me souviens du jour du listing de Dogecoin, quoi. Je me souviens du thread sur Bitcoin Talk de l'annonce de Dogecoin, le thread de Dash qui s'appelait Darkcoin à l'époque. Darkcoin, le thread de NXT. NXT qui a disparu, mais qui était un gros truc à l'époque, qui avait été le protocole qui avait le plus grand rendement en Bitcoin, entre guillemets. Enfin, c'est une autre, c'était clairement une autre époque, mais où il y avait cette logique d'entrée par le minage, parce qu'en plus, il y avait pas beaucoup il y avait des fiat gates, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, un des moyens aussi d'obtenir de la crypto, c'était tout simplement de miner, quoi. Ouais, non, mais je vois. Maintenant, ça nous paraît moins évident parce que comme on a les sexes, en fait, du coup, forcément, ça... Mais à l'époque, il y avait déjà, quand MTGOX a explosé, il y avait, en France, il y avait quand même Paymium, qui était Bitcoin Central avant. Il y avait BTCE, qui était une plateforme européenne un peu sombre, on va dire. Mais je crois que c'est tout. Et après, il y avait Coinbase, bien sûr, mais qui n'était pas pratique. Il faut se dire que la carte bleue, ça arrive en 2018, quasiment, 2019. Ouais. Jusqu'à cette date, impossible d'acheter des cryptos en carte bleue. Impossible d'acheter des cryptos instant. C'était forcément un virement. S'il y avait un moyen qui s'appelait Bitbot, qui était par mandat compte, où il y avait local Bitcoin, après où les gens s'arrangeaient. Mais c'était pas si facile que ça, quoi. Et avant, alors là, c'était pire. C'était via des trucs sordides ou les lignes de dollars de Second Life. Ça, j'ai pas compris. Moi, en 2012, j'ai appris la connaissance l'existence de Bitcoin. Il fallait envoyer de l'argent à une banque. Moi, on m'avait dit que c'était comme ça. Il fallait envoyer de l'argent à une banque en Irlande et on te renvoyait un papier, un paper Bitcoin. Ça, j'ai jamais entendu ça. Moi, c'était comme ça. Mais après, c'est ce qu'on m'a dit et les gens, ils y connaissaient rien, tu vois. C'est juste, j'ai posé la question. Il y avait un truc qui s'appelait CoinMama, qui était dans les trucs de départ. Il y avait CoinMama, il y a eu quelques trucs comme ça. Et après, c'était beaucoup local Bitcoin. Local Bitcoin, ça faisait des volumes dingues par rapport à... en proportion des volumes, c'était consistant. Puis les gens achetaient en cash, quoi. Est-ce que vous avez connu, vous êtes arrivé quand dans tout ça, Mehdi, Carla et Grégory? Moi, je l'ai découvert un peu par hasard. C'était vraiment tout au début, quand le prix était de 2,45 €.
Mais je n'ai pas accroché en vérité. Et après, qu'à partir de 2016, je dirais, j'ai accompagné en tant que petit investisseur le bull run de 2017. Mais c'était par rapport à mon métier, parce que je recherchais un peu, moi, ma spécialité, c'est de créer des business models. On monétise des choses jusqu'alors ne sont pas monétisables. Et donc, le fait de découvrir la blockchain, non pas par, je dirais, aspect financier, mais plutôt comme infrastructure technologique qui permet la création d'un nouveau business model, que ce soit de financement, que ce soit de monétisation, que ce soit en termes de diversification. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et on le voit aujourd'hui, on commence à le percevoir avec l'émergence de projets, de nouveaux projets qui s'adressent à des cas d'usage du Web 2, qui essayent d'intégrer l'actif numérique pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc voilà, je l'ai découvert tout au début. Et après, c'était juste une découverte fortuite. Et après, j'ai accroché par l'infrastructure et non pas par l'aspect financier. Et toi, Grégory, ça fait combien de temps que tu as suivi le marché tout 2006. Quoi 2006 En plus, c'était 2018-2019. Je crois que mes premiers achats, ça devait être sur Coinbase. Et je me souviens avoir refait le KYC 10 ou 15 fois, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui buguait avec. Mais moi aussi, mais purée. En plus, il t'a envoyé l'email de confirmation que tu devais confirmer dans les 5 minutes, mais l'email est arrivé avec une demi-heure de retard. Exactement. On m'a saoulé. Et en fait, à un moment, j'avais basculé sur un wallet qui s'appelait Xapo, qui était super pratique, parce que c'était que Fiat et BTC. Donc, tu avais un portefeuille Fiat, un portefeuille BTC, tu faisais ton virement. Et c'est toi qui la carte bleue, je ne sais pas si à l'époque elle était encore là, c'était une des premières cartes bleues crypto, la carte Xapo. Ouais. Et ouais, moi c'était super pratique, je faisais que ça jusqu'à ce que je reçoive un mail de Xapo en disant qu'ils allaient faire une mise à jour du service et qu'ils allaient sélectionner les clients. Ils m'ont dit on vous envoie un mail si on vous sélectionne. J'ai jamais rien reçu. Et puis... T'as pas été sélectionné, bah alors. Non, mais je n'ai pas assez de volume pour eux, tu vois. Mais c'était super pratique parce qu'à chaque fois, tu faisais ton virement, tu étais sûr que l'argent arrivait, tu changeais. Et voilà. Puis il y a eu aussi la maison Bitcoin. Oui, bien sûr, en physique. Ouais. La maison du Bitcoin, 2014, si je ne me trompe pas, l'ouverture. Ouais, quelque chose comme ça. Je me souviens, oui, non, il y avait la possibilité, en effet, à la maison de Bitcoin. Mais toi, d'ailleurs, tu as aidé aussi le comptoir à Bordeaux. Moi, j'ai aidé à Bordeaux, le comptoir des cybermonnaies. Ouais, que j'ai visité d'ailleurs dans le Crypto Express et qui sortira pas. Il y a eu quelques tentatives d'ATM aussi à une époque. Il y en avait même un à la maison du Bitcoin, je crois. Mais moi, c'est ça dont on parlait. En 2016, on me disait tu peux aller en acheter comme ça. Mais maintenant, mais c'est fou parce qu'en Espagne. Moi, par exemple, je n'ai pas acheté de Bitcoin avant, je sais pas, 2017. En fait, j'en avais obtenu sur Bitcoin Talk via des espèces d'airdrop déjà à l'époque. Ouais. Et puis après, j'avais multiplié un peu en spéculant. Mais j'ai une super question. C'est vraiment hyper tard quoi, que j'ai commencé. J'ai acheté. Je pense que j'ai fait une première transaction entrant de crypto pour tester en 2017 sur Coinbase quoi, ou en 2016. Ouais, putain, c'est fou. J'ai pas eu besoin quoi. Et alors, j'étais étudiant, donc j'avais pas de sous en plus. Carla, toi, tu as connu plus par les NFT dans mes souvenirs au début. C'est par là que tu es rentrée, non? Moi, déjà, je suis pas du tout une OG comparée à vous. Je suis un bébé du Bitcoin. Ça fait vraiment pas longtemps. Ça doit faire genre 1 an et demi. Et ouais, moi, c'était par les NFT. Genre, la première fois que j'ai acheté des cryptos, déjà, c'était pas du Bitcoin, c'était de l'Ether. Et je savais pas ce que c'était. Genre, j'ai acheté de l'Ether, mais je savais même pas ce que c'était. Genre, mon truc, c'était d'acheter un espèce de JPEG dégueulasse. et du coup, ouais, c'est par les NFT que je suis rentrée. Du coup, j'ai acheté des NFT, je me suis fait scam, etc. Et après, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce truc-là d'Ether que j'achète, de Bitcoin et tout. Et du coup, je suis allée regarder. En fait, j'ai repris les bases, quoi. C'est quoi la blockchain? C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi l'Ether? C'est quoi des smart contracts? Et voilà, je suis rentrée comme ça. Mais tu me fais une super transition parce que justement, ma question d'après, elle porte là-dessus. Je remarque qu'il y a quand même il y a une très grosse critique des bitcoiners sur les NFT, Ethereum et tout, enfin les maxi quoi. Mais en réalité, il y a quand même, elle produit des super contenus maintenant pour pédagogiques pour expliquer. Et c'est marrant parce que toi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi et c'était un maxi. Et il m'a dit, c'est le seul shitcoiner qu'on aime. Alors, comment tu vis ce rapport ambigu avec les maximalistes? Pourquoi est-ce qu'ils te respectent? Parce que tu as fait ce livre, La monnaie acéphale au départ. Non, mais je pense pas que le livre. Après je reste un Bitcoin convaincu.
Je veux dire, je reste Bitcoin convaincu. Je pense que Bitcoin est incomparable à tout ce qu'il y a sur le marché. En revanche, je pense pas que c'est inintéressant ce qui se développe à côté. C'est juste ça. Je pense qu'ils exagèrent. Je suis désolé, quand ils disent qu'Ethereum est un scam, ils exagèrent. Voilà, c'est tout. C'est là où on n'est pas d'accord. Après, il y a plein de pipeaux, il y a plein de trucs qui ne devraient pas exister. Il y a plein de dérives. Mais en fait, moi, ce labo, ça me va. Ça me pose pas de problème. Par contre, la tokenisation globale, je trouve ça pas mal. Je pense qu'il y a un intérêt en termes de support à utiliser des tokens. Et moi, ce que je trouve qu'ils oublient tous, c'est que en 2015-2016, on était tous dans l'espoir que Bitcoin, justement, soit via des sidechains, soit via d'autres mécanismes, devienne cette machine à tout faire aussi. Bon, il s'avère que il y a eu Ethereum, il y a eu plein d'autres trucs qui sont venus entre-temps. Et moi, j'ai l'impression que, hélas, ce rôle d'espèce d'étalon crypto et de pilier central de l'écosystème crypto qu'on voulait que Bitcoin prenne, c'est Ethereum qui l'a pris. Mais non, mais moi, c'est surtout… Après, bon, ça, c'est mon avis, mais moi, je pense surtout que Bitcoin, c'est un système de paiement, quoi. Et donc, en fait, Ethereum a une proposition de valeur complètement différente et beaucoup plus adaptée pour un… Yes, moi, je suis d'accord avec Agathe. Non, ça, après, sur le long terme, difficile de savoir… difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus adapté. Il y aura peut-être des choses même plus adaptées. Il y a le Web 5 aussi de Jack Dorsey. Ça me fait rire. Attention, Adli, tu glisses. Non, mais pour l'instant, pour moi, le VM a gagné le combat. Pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas sur le long terme. Mais se dire que tout ce qui est fait est totalement du bullshit, etc. Je ne suis pas d'accord. Après, on peut dire la vague des ICO, il y avait énormément de trucs atroces. Il y a eu plein de moments dans les cryptos où il y a plein de choses qui n'ont servi à rien, qui étaient juste de la spéculation. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de maxis qui sont passés par ce chemin-là et qui ont après trouvent que finalement c'était des horreurs, etc., qui ont même parfois bossé pour des shitcoins atroces. Oui, c'est ça, oui. Mais qui ont fait un espèce de chemin de Damas en pureté. Arrivant. Ils se frappent eux-mêmes comme ça, là. Non. Et donc, pour moi, ça a presque été l'inverse. C'est-à-dire que j'étais extrêmement bitcoiner et maxi tout pendant longtemps. Et c'est plutôt le chemin. Après, j'ai toujours été intéressé par ce qu'il y avait à côté. Est-ce que tu es Ethereum maxi comme Abdelhamid? Un peu, je pense, ouais. Ouais, moi aussi. On fait une commune des Ethereum maxi. Après, je continue. En fait, moi, je continue de vouloir que Bitcoin évolue. C'est juste ça. Je serais pour, par exemple, l'OP de Storks qui veut faire un truc qui s'appelle les drive chains, qui permettrait en fait d'absorber la valeur des altcoins qui servent à rien dans Bitcoin, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs intéressants. Ou d'avoir Bitcoin avec des proofs pour le connecter à Starknet ou ce genre de trucs. Je trouve ça intéressant. Moi, cette approche me semble intéressante et j'aimerais bien que Bitcoin soit connecté à autre chose que Lightning. Qui est d'autres surcouches. Je pense que c'est en cours. Pour finir ces histoires de Bitcoin maximaliste, je voudrais quand même dire qu'il y a deux types de Bitcoin maximaliste. Il y a sur Twitter et dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ça moufte moins, tu vois. Non, je ne dirais pas que c'est une question de ça moufte moins. Non, mais après, en vrai, c'est général. Ils t'avouent quand même assez facilement, après 2 bières, qu'ils sont tombés dans… C'était quoi? Il y avait Zcash, non? Comment ça s'appelait? Ça commence par un Z, une espèce de shitcoin nul où il y avait plein de bitcoiners à fond dedans en 2015, 2016. C'est Gilles et c'est Zetacoin. Ah oui, c'est Zetacoin, mais il n'y a que lui. Moi, il m'a dit qu'il était avec plein de gens. Après, il y avait d'autres gens qui étaient sur d'autres shitcoins. Ok, d'accord. Il y avait un thread sur Club Poker à l'époque. Il y avait plein de. Il y avait aussi. Les discussions étaient sur Bitcoin Talk. Il y avait beaucoup la logique de forum encore. Et pareil même que Roxy, le mec de Découvre Bitcoin, il était aussi un shitcoiner à la base. Comme quoi on évolue. Alors attends, parce qu'on a quand même… N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Après, évidemment, Grégory, Carla et Mehdi, si vous avez des questions, je vais vous laisser les poser. Moi, j'ai fini. Mais on a Olivier Cordoléani qui nous dit « Adli, c'est le Danton de la crypto. Il est dans le système pour mieux le combattre. » Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'ai envie de dire oui. Enfin, en gros, moi, je pense que je crois pas trop à la révolution par l'extérieur total. Je pense que la révolution, elle se fait aussi par l'intérieur, que c'est très complexe de changer un système en étant totalement à l'extérieur. Je suis pour la marginalité, mais je pense que par contre, pour renverser, il faut être à l'intérieur. Donc, je suis plutôt d'accord avec
avec Olivier Cordoleani. Moi, je Qui pense a un vrai nom de parrain, finalement. Mais oui, mais il est très. Merci Olivier d'être aussi fréquemment sur ce live et de poser en général des super questions. Est un super nom, c'est pour ça à chaque fois je le prononce. Alors, Grégory, tu as une question? Ouais, en fait, je voulais simplement réagir sur ce que disent souvent les bitcoins maximalistes. En fait, ils ont une vision très idéaliste de ce qu'est le bitcoin et ils n'arrivent pas des fois à comprendre l'intérêt du cas d'usage de la blockchain dans un secteur d'activité en particulier. Je prends l'exemple de Mehdi, par exemple, qui est dans l'univers du cadeau. Tu vois, si tu ne comprends pas l'univers du cadeau, tu vas dire, oh, la blockchain, elle ne sert à rien. Mais par contre, quand Mehdi ou Kader, ils te parlent de Metacard, ils te disent, ben voilà, la blockchain, elle résout tel problème, tel problème. Et moi, c'est pareil, en fait, sur Cellbar, on parle de l'industrie de la boisson qui est très complexe. Si les gens ne connaissent pas l'industrie de la boisson, quand on leur présente Cellbar comme ça, ils disent, ouais, mais la blockchain, elle ne sert à rien. Par contre, si on leur dit, on utilise la blockchain pour tel cas d'usage, tel problème résolu, en fait, il y a des gens qui vont dire, ah ok, en fait, la blockchain, elle sert à ça. Et souvent, j'ai l'impression que les maximalistes, ils n'ont peut-être pas assez de connaissances sur des secteurs bien particuliers. Et c'est pour ça qu'ils vont critiquer d'autres coins qui ne sont pas des bitcoins parce que, en fait, c'est normal, ce n'est pas un secteur qu'ils connaissent. Et donc, pour eux, la blockchain n'a pas d'utilité dans ce secteur-là. Je ne sais pas si Mehdi, tu as eu ce sentiment, toi aussi, des fois, avec des personnes. Oui, absolument, absolument. Je pense que l'histoire se répète comme Internet. Je pense après l'éclatement de la bulle Internet, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu voir un peu toutes les applications et tous les cas d'usage qui ont permis aujourd'hui qu'on puisse avoir cette discussion en ligne sans être géographiquement à la même place. Et je pense que la blockchain aujourd'hui, pour une plus grosse masse d'adoption, a besoin de l'industrialisation. Ce qui veut dire que la blockchain doit apporter en termes technologiques de pouvoir régler de vraies problématiques que aujourd'hui connaît le monde, que ce soit en Web 2 ou en physique. Et je rejoins parfaitement Greg là-dessus. Nous, on attaque un peu l'industrie du gift. C'est une industrie qui pèse aujourd'hui plus de 1 000 milliards de dollars, qui connaît des vraies problématiques systémiques en termes de sécurité, en termes de traçabilité, mais également en termes d'innovation. Désolé Mehdi, mais Gino Dufort, il me fait trop marrer. Il y a des maxis dehors, ils t'attendent pour te faire la bise. Donc je disais, c'est important, bien évidemment, d'éclairer cette partie de la blockchain qui pourrait être une vraie solution pour régler les problématiques qu'on vit aujourd'hui. Mais je pense aussi, voilà, que, par exemple, là, moi, en tant que, on va dire, ex-maxi, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, quelqu'un qui vient vraiment de l'époque Bitcoin, etc., c'est vrai que moi, quand j'entends la blockchain, par exemple, ça me hérisse toujours les poils, pour être honnête. Parce que pour moi, la blockchain, et c'est un des trucs qu'on a écrit, on avait même fait un article / manifeste avec le cerf du coin, on disait pas de révolution blockchain sans Bitcoin, à la grande époque du blockchain bullshit de The Economist, etc., en 2016-2017. Et c'est vrai que il faut aussi se dire qu'on a eu un espèce d'étouffement de bullshit sur la blockchain qui a été extrêmement traumatisant. Et le problème, c'est que le terme est resté déjà, rien que ça, est un problème en soi. C'est un problème parce que finalement, ce que tout le monde utilise, c'est un terme marketing creux, parce qu'en réalité, il vaudrait mieux à la rigueur de parler de protocole à blockchain ou de protocole de consensus décentralisé ou quelque chose comme ça, même si c'est beaucoup plus moins précis, quoi. pratique. Ou même time chain, ou parler parfois, de protocole, quand c'est le cas. ou parler de protocole, ou la proposition de dire time chain. Mais protocole, toi, t'aimes bien ce mot-là, toi? Oui, pour moi, c'est ça le plus important, parce qu'en fait, c'est dire qu'il y a un système de règles. Après, ce système de règles, il s'applique de manière décentralisée, c'est l'autre truc intéressant. Il est permanent, c'est l'autre truc intéressant, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est beaucoup à cause à la fois des termes et à la fois d'une overdose de bullshit qu'on a tous eu. C'est-à-dire qu'en 2017, tout d'un coup, il y a IBM, machin, truc, on se fait cracher dessus toute la journée et tout le monde est là, ouais, le Bitcoin c'est atroce, la blockchain c'est bien, les cryptos c'est atroce, la blockchain c'est bien, et ça continue d'être dit. C'est pour ça aussi qu'il y a, je pense, une espèce de rancœur, mais en tout cas une fatigue dans le fait qu'on ait sans cesse été critiqué et qu'en plus, après, la critique déjà n'est pas bonne et qu'en plus, ça pousse dans des diversions. C'est-à-dire qu'il y a une logique des bitcoiners maxi que je comprends, par contre, c'est de dire à un moment, il ne faut pas se divertir des sujets importants. C'est-à-dire que
enfin, surtout quand on parle de Bitcoin, le sujet, c'est d'avoir des trucs qui sont permissionless et qui résistent à la censure et qui résistent sur le long terme, finalement, à la censure, qui sont des ensembles de règles qui sont fiables, qui peuvent être durables, qui sont L'objectif, c'est permissionless pas totalement. juste l'adoption Voilà. et les users. Mais en fait, là, si on se met d'un point de vue uniquement mercantile et du coup qu'on part du principe de l'adoption, bah ouais, bien sûr, On perd tout très vite. toute solution peut très bien marcher. Polygon avec 2 validateurs, c'est très bien. La BSC avec 2 validateurs, c'est très bien. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que il y a ce combat entre les gens qui voient ça comme une opportunité, on va dire infrastructure pour faire du business, quoi que ce soit. Et je ne mets pas de jugement de valeur là-dedans. Hein. Et il y a le côté, ce qu'on veut build, c'est des infras qui tiennent sur le long terme, qui sont permissionless, etc. Et pour l'instant, le seul truc qui remplit ce rôle, c'est Bitcoin. C'est-à-dire que le seul truc qui est vraiment permissionless, c'est Bitcoin. Et c'est pour ça qu'avec Abdel, je suis assez aligné. Parce que Abdel, c'est ça qui l'anime aussi. Il veut améliorer Ethereum pour qu'Ethereum ait quasi la même résistance que Bitcoin, en fait. Et il a une critique de Ethereum et il a juste envie que ça s'améliore. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce que dit Steve Dumont. C'est une des questions, en tout cas, une des raisons, entre guillemets, de la rigidité que peut avoir le Bitcoiner maxi. Ce que je comprends aussi, parce que moi aussi, il y a plein de trucs qui m'agacent. Enfin, il y a énormément d'articles, de choses que je vais lire, entendre, où je me dis, non, en vrai, je suis pas du tout d'accord sur cet usage, ou ça me semble inutile dans ce cas-là. Moi, à un moment, je faisais du conseil. La plupart du temps, je disais, le résultat de l'analyse que je faisais, je la faisais payer parce que c'était une prestation, c'était utilisez pas de, enfin, vous embêtez pas avec les cryptos ou un protocole. Oui, il y a plein d'autres, parfois, il y a plein d'autes systèmes informatiques ou protocoles ou autres qui sont plus efficaces. Et après, il y a le discours de Gilles de dire, voilà, Bitcoin, c'est un espèce de tampon universel. Lui, il avait un protocole unique, donc, faisons quelque chose, faisons que des trucs au-dessus, etc. Servons-nous de Bitcoin, comme ça on a le même standard et tout ça. Mais déjà, même ça, c'est discuté chez les Bitcoiners, le fait qu'ils l'utilisent pour de l'eurodatage. Moi, j'ai vu des critiques là-dessus. Pas trop, quand même. L'eurodatage, il n'y a pas de. Ouais, c'est vraiment le truc qu'on peut pas trop remettre en cause. Et après, il y a quand même, il faut aussi prendre en compte que c'est quand même couillon. Enfin, quand on comprend justement la logique d'un protocole, c'est quand même très couillon d'avoir un protocole Bitcoin, donc qui est censé permettre l'interopérabilité, la standardisation, etc. Et d'avoir plein d'autres protocoles à côté qui ne communiquent pas ensemble. Oui, c'est vrai que c'est cool. Et donc, en fait, ça casse un peu la logique de Bitcoin de base, qui était de dire il y a un layer de settlement que tout le monde peut utiliser, qui est accessible, qui est mais parce que les gens n'ont pas repris le layer 0 de Bitcoin. Ouais, et ça, on oublie aussi. La proposition à l'origine, c'est une proposition de Vitalik Ethereum, on va dire Ethereum dans le cerveau de Vitalik avant d'être fait, c'est une proposition d'amélioration de Bitcoin qui est refusée parce que trop dangereuse, ce qu'on peut comprendre. Et après, ça a été une tentative de le faire sur Mastercoin, qui était un layer 2 Bitcoin de l'époque, où il y avait des colored coins et autres. Et il a essayé de l'implémenter dans Mastercoin, mais c'était pas possible. Et c'est là que Ethereum a fait, après sa levée de fonds, et est devenu un projet à part. Mais à l'origine, Vitalik, c'est un Bitcoiner. Mais de toute façon, quand tu le lis, c'est un Bitcoiner. Quand tu le lis sur, par exemple, sa théorie, enfin, comment il explique les différents niveaux de décentralisation, et sa critique aussi d'une partie de la non-décentralisation de Bitcoin. Parce qu'en fait, il y a une non-décentralisation logicielle qui fait que, du coup, c'est pour ça, peut-être, après, je ne m'y connais pas assez en informatique, mais que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un manque de possibilité de travailler sur Bitcoin, mais c'est aussi ce qui fait qu'il est préservé, en fait. Oui, c'est robuste, en fait. Et c'est ce que Gilles m'avait dit et que je trouvais très intéressant, c'est que tout ce qui a été fait sur Bitcoin a finalement restreint des possibilités de… Quasiment, oui. Ouais. Donc, tous les soft forks qui vont dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que dit Steve Dumont. Les Bitcoin maxi sont les gardiens des valeurs de Bitcoin. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est ça leur critique aussi. Pour avoir rencontré des Bitcoin maxi, ils ont de très grosses connaissances en majorité. C'est le cas. Enfin, en fait, quand tu es Bitcoin maxi, tu vas dans un autre rabbit hole après les cryptos, quoi. C'est fou les choses qu'on apprend. Et on a Olivier Cordoleniani qui nous dit pour l'adoption, il vaut mieux parler de l'Internet de la valeur. Qu'est-ce que tu en penses de cette expression? C'est très bien. Et Andreas Antonopoulos, lisez-le. Plutôt que Web3, en fait, aussi. Un grand défenseur du Bitcoin. Oui. Toi, tu penses quoi du terme Web3? Moi, je ne suis pas non plus très fan parce que, encore une fois, pour moi, ça décale le sens. Déjà, ça veut 3.
cette histoire de dire oui, maintenant on possède, donc il y a une nouvelle, finalement il y a un upgrade de la manière dont on surfe sur le web, etc. Déjà, on n'est plus, en fait, le terme web déjà est galvaudé parce que la majeure partie de notre temps on passe via des apps aussi, plus que via des navigateurs. Donc en fait, quand j'interagis avec une app, par exemple, qui utiliserait des primitives crypto, est-ce que c'est du Web 3? Parce que en réalité, je ne fais pas du web. Tu n'es même pas sur le web, ouais. Donc, et c'est oublié encore une fois que le web, c'est un protocole qui ne bouge pas. C'est pas parce qu'il y a les cryptos qui bougent, le protocole web, il ne bouge pas. Donc moi, je suis pas un méga défendeur de ce terme non plus. Je préfère vraiment le terme de dire, soit de se concentrer sur l'aspect consensus. On a trouvé des trucs pour avoir des consensus décentralisés, fiables et permanents. Soit à la rigueur sur la blockchain, mais de dire protocole à blockchain ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est moins, bien sûr que c'est moins vendeur. C'est hyper fourre-tout, etc. Alors, il y a Mehdi qui va bientôt partir, donc dis-moi quand c'est bon. Kader, parce qu'il est arrivé, on l'a vu. Pardon? On a vu Kader, il est arrivé dans la caméra, il est parti. Il est en mythe. Il est en mythe. Il y a Carla qui a une question aussi, je vais te laisser la poser parce que après tu t'en vas aussi toi bientôt, je crois, donc je t'en prie. Non, c'était juste pour rebondir sur la discussion. Je comprends pas pourquoi les personnes, au début, donc il y avait Bitcoin. Après, j'ai compris le truc de Vitalik, il l'a fait Ethereum parce que pour améliorer entre guillemets Bitcoin dans sa vision globale. Mais pourquoi est-ce que tu vois tous les gens, ils ont fait d'autres layer 1 au lieu de construire sur Bitcoin? Pourquoi, si tout le monde a les mêmes valeurs que Bitcoin porte, pourquoi est-ce qu'on a construit plein d'autres layer 1 au lieu de faire des choses qui pouvaient améliorer Bitcoin? Ou est-ce que tous les layer 1 sont des layers en fait qui ressemblent à Bitcoin mais qui veulent faire mieux mais qui ne veulent pas faire sur Bitcoin, ou c'est trop compliqué de construire sur Bitcoin et du coup ils font d'autres trucs? Non, mais il y a le côté forcément spéculatif de dire je lance mon coin. Déjà, à l'époque, il faut dire que les lancements, ils ne sont pas en ICO. Enfin, il y en a quelques-uns, c'est très rare. C'est plutôt des lancements où, en fait, il y a une annonce qui était faite sur Bitcoin Talk. Il y avait une date où le minage commence. Okay. Et les gens, du coup, se jetaient sur le réseau pour avoir les premiers coins, etc. Donc, pourquoi ne pas avoir fait des L2? Déjà parce que les possibilités étaient limitées à l'époque, plus que maintenant. Parce qu'avant la mise à jour qui a permis le Lightning, il y avait moins de solutions. Il y a bien sûr, on peut le dire, hein, la cupidité, parce que théoriquement, un L2 n'aurait pas besoin nécessairement d'un jeton aussi. Donc forcément, ça crée moins. Enfin, on le voit avec Lightning, par exemple. Lightning n'a pas de jeton intrinsèque. Le jeton, c'est Bitcoin. Donc il y avait aussi potentiellement ce problème qui est aussi le financement, le fait d'avoir une brand, tous ces trucs-là qui aident finalement à développer quelque chose. Et puis après, oui, il y a l'appât du gain et la cupidité, clairement, qui ont joué. Okay. Mais il y avait aussi des limitations techniques, quoi. Il ne faut pas le voir que comme une opération de la cupidité ou autre. Ok. Et moi, j'avais d'autres questions. Je sais pas, enfin, c'est pas sur ce qu'on a d'autres, mais c'est pour Adli. Au début, Agathe, elle a dit que tu étais investisseur. Et j'ai récemment regardé une interview d'un VC de chez Kima. Et du coup, je voulais savoir, genre, si tu étais investisseur, tu as ton fonds. Du coup, j'ai cru entendre ça. Genre, est-ce que tu peux nous dire si tu es investi en précis, en site, que dans des projets Web3? Pas du tout, en equity, en token, enfin, en crypto. Que crypto. Après, j'aime pas trop parler du fonds parce que comme c'est réglementé, je ne peux pas en faire la publicité du tout. Okay. Mais en gros, nous, on aime bien le early stage, donc pré-seed, seed. Okay. Et on est plutôt token. Ok, donc à mon sens, c'est presque incohérent. Enfin, c'est pas incohérent de faire de l'equity. Bien sûr qu'il y a des bons projets en equity. Mais Thunder, le concept, c'est justement créer un pont en passant par l'equity. En étant dans les cryptos, je trouve toujours curieux d'avoir des business models. Encore plus. Alors parfois, il y a equity et token. Moi, je suis plutôt un partisan d'avoir que l'un ou l'autre. Un endroit où se loge la valeur. Moi, c'est ça que j'ai compris, moi aussi. Et après, sinon, c'est parce que j'ai vraiment. Enfin, forcément, j'en fais partie. Donc, moi, j'ai vraiment une approche protocole, quoi. Ce qui me plaît, c'est avant tout les protocoles. C'est avant tout la logique d'avoir des choses qui vont vivre d'elles-mêmes
et qui vont subventionner des DAO qui vont subventionner potentiellement des boîtes qui, elles, existeront avec des développeurs, mais de manière ouverte, quoi. Comme le fait, je ne sais plus, la boîte qui fait le développement d'Aave, mais qui a un autre nom qui ne s'appelle pas Aave, qui est avec plein de gars de Aave et d'anciens Aave. Mais en fait, le protocole Aave, la DAO Aave, fait des subventions pour la boîte. Et, Tu parles de Morpho? Non. Non, ça, c'est un des produits. Morpho, c'est un autre projet. Presque. Mais en tout cas, oui, pour moi, le token, c'est une super. Enfin, moi, j'aime bien ce support de valeur. Je trouve que la programmation rend plein de choses intéressantes. Je pense que c'est une évolution de l'equity en termes de mécanique et de support, et qu'on va pouvoir avoir des choses bien plus hybrides. Moi, je suis contre les catégories de tokens. Je pense qu'il faut les casser, les catégories de tokens. Il faut juste penser qu'il y a des fonctionnalités qui servent des objectifs. Et qu'on peut avoir un token où c'est à la fois une espèce de carte de membre avec des avantages, à la fois ça permet d'avoir des espèces de dividendes sur ce qui est… Ah non, moi je suis contre. Moi je suis pour les classer, justement. Moi je suis pro-fonctionnalité dans le sens où je pense que ça peut permettre d'aligner les intérêts des utilisateurs avec les fondateurs. Ça permet potentiellement d'avoir un fonds de roulement, ça permet plus d'accessibilité, ça permet d'identifier. Mais tu te rends compte d'à quel point ça peut être manipulable pour faire croire à une valeur qui n'est pas là. Non, justement, parce que c'est confus. Si tu parles des fonctionnalités, justement, il n'y a pas de doute en fait. Oui, mais les gens vont être confus. Est-ce que ce token il te rapporte des dividendes? Oui ou non? Est-ce qu'il te rapporte un rendement sur quoi? Oui, mais du coup, il faut bien les classer. Est-ce qu'il t'apporte une utilité? Non, il n'y a pas besoin de les classer en fait. Parce que l'utilité elle peut être très hybride, le rendement peut aussi être très indirect. Donc si on comment dire? Et les gens vont acheter n'importe quoi. Moi, ils ne sont pas forcément aussi intelligents que nous. Moi, j'aimerais qu'en achetant plein de Coca, on ait des nano-actions Coca, en fait. Les points de fidélité, ce soit des actions. En fait, que si je suis un énorme consommateur de Coca, j'ai un pouvoir sur la gouvernance de Coca. Que si demain, un projet se lance, moi, je trouverais ça extrêmement juste que les premiers clients d'Amazon et des parts d'Amazon finalement. Et aussi, eux, pris part de cette explosion qu'a été Amazon. Et potentiellement aussi une voix dans la gouvernance. Et en fait, moi, je suis pour croiser justement toutes ces logiques-là. Ce que j'aime beaucoup aussi avec les tokens, c'est qu'on peut commencer à casser l'équité de l'actionnariat, qui est un truc qui est profondément ancré dans nos lois et dans nos logiques, pour justement avoir plus de justice et d'alignement d'intérêts. Que un actionnaire passif soit payé moins qu'un actionnaire actif me choquerait pas, par exemple. Et ça, dans le monde réel, c'est pas possible pour l'instant, tel qu'est fait l'equity. C'est vrai. Et ça c'est vrai que la tokenisation le permet de fou, mais est-ce que les gens vont pas être confus? Après, Carlita, elle va être obligée de faire 10 000 vidéos pour expliquer. Non, mais c'est surtout, genre, tu vois, ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est que… Enfin, je parle beaucoup de ça en ce moment parce que j'essaye de comprendre tout ce qui est tokenomics. Et en vrai, je crois qu'aujourd'hui, sur le marché, je ne suis même pas sûre qu'il y ait un projet qui a une tokenomics infaillible, etc. Dans le sens… rien d'infaillible. Bitcoin. Voilà. À la rigueur, Bitcoin a son problème de fils potentiel. En tout cas, si on considère son équilibre prix et coût du minage sur le long terme. Même si les maxis sont pas forcément d'accord là-dessus. J'ai des grands débats avec certains d'eux sur le sujet. Mais ouais, la question, c'est comment tu trouves, tu vois, comment ils vont trouver, je pense que ça va se développer avec les années, mais comment est-ce qu'ils vont trouver un système où la tokenomics, elle est assez… elle va donner des avantages à la fois aux investisseurs, à la fois aux utilisateurs, etc. C'est l'autre actif que tu peux avoir, c'est les royalties token offering. Ah oui, toi, tu es à fond là-dessus, ouais. Oui, mais c'est le top, c'est le vrai projet hybride. Alors ça, je le mets dans… Pour moi, c'est de la tokenisation d'actifs financiers, enfin d'un espèce de titre financier différent qui est un bond, en fait. C'est une espèce d'obligation, en quelque sorte. Ouais, mais c'est pas une obligation, parce que du coup, tu n'es pas obligé de rembourser. Si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu n'as pas de dette. Oui. C'est pour ça que c'est une obligation non contraignante, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais du coup, par rapport à l'objectif où tout le monde est gagnant, ça rend vraiment plein dedans, tu vois. Et à ça pourrait très bien s'ajouter une utilité sur le nombre de jetons que possèdent les gens, etc., par rapport à leur soutien initial. Mais justement, moi, c'est ce que je fais sur Icefund, sur la plateforme de coproduction. Je la finance comme ça. Et mes premiers clients, je leur propose d'être coproducteurs de la plateforme en ayant des tokens. Alors, je dis, vous allez percevoir des royalties sur tous les projets qu'on fait. Donc, du coup, j'implique mes
mes clients, sur leur projet, mais en même temps sur les fonctionnalités, puisque à terme, ils vont utiliser la plateforme plusieurs fois. Et je leur dis, si vous percevez des royalties, en même temps, vous aurez le droit de faire évoluer la plateforme, puisqu'elle est là pour vous, en fait. Alors attends, je suis désolée. Pour répondre à Carlita aussi sur ouais, les réponds-lui parce qu'elle s'en va. Donc, ce qui aussi bloque les tokenomics, c'est la réglementation. Hein. Si demain, c'était totalement libre, on va dire, la manière dont on peut penser les tokenomics, qu'il n'y avait pas d'enjeu de réglementation, il y aurait bien moins de tokenomics curieuses et avec vachement de mécanismes indirects, etc., pour éviter de la reclassification potentielle en securities, etc., et tout ça. Donc, moi, je pense que là, il y a un gros changement qui est en train de se produire dans les cryptos. Sur le prochain, le prochain cycle, je pense qu'on va vraiment avoir des fondamentaux, enfin que les fondamentaux vont être regardés, que les fondamentaux économiques des projets vont être regardés. On le voit avec l'explosion d'un site comme Token Terminal qui permet vraiment de faire l'analyse, on va dire un peu plus traditionnelle sur la valorisation des jetons, etc. On va continuer de parler de ça parce que j'ai plein de questions sur cette histoire de valeur, mais d'abord Mehdi va nous quitter et Carlita aussi. Merci d'être passé. Merci Agathe, merci à tous, merci à Adi et merci à vous. Ouais, je voulais juste continuer. De toute façon, on va pas tarder. On est tranquille là. On a juste quelques commentaires. On va prendre les questions qui arrivent. Moi, je voulais cette histoire de valeur, tu vois, elle me perturbe énormément. Genre, d'ailleurs, les articles que j'écris là, que je me suis donné d'écrire, c'est une dizaine d'articles sur ce sujet de la valeur, sur les tokens. Où est vraiment placée la valeur? Parce que parfois, elle n'est pas sur le token en fait. Et donc, je comprends pas pourquoi. Tu vois, parfois, c'est sur des choses que l'entreprise commerciale vend. Tu vois, et donc j'ai l'impression que tout le monde a des typologies différentes et c'est pour ça que je voudrais les classer, tu vois. Et donc peut-être qu'on comprend, qu'il y a un quiproquo dans notre discussion sur ce que tu considères comme des catégories. Est-ce que c'est parce que toi, in fine, tu as une critique de la régulation et tu voudrais qu'il n'y ait pas une catégorisation par utilité dans la régulation in fine, ou est-ce que tu es vraiment contre le fait qu'à un moment on les classe et qu'on dise lui ça je pense que les classer, c'est justement comment dire, c'est créer de la confusion. Ouais. Parce que par exemple, le terme utility token a créé plein de confusion à mon sens. Ouais, par rapport. De dire c'est un token utilitaire. Oui, parce que dedans, tu peux avoir security par exemple, token. Bitcoin dedans, je trouve ça c'est un token d'utilité. Il y a des gens qui mettent ça là-dedans. Bah, oui, mais non, mais. Non, mais si on prend la lecture de telles que sont faites les classifications, ça rentrerait là-dedans. Ouais, donc en fait, c'est parce qu'on a des mauvais classificateurs. Non, mais parce que c'est. La meuf qui voulait absolument classer les tokens. C'est beaucoup plus un continuum, surtout, quoi. Oui, je suis d'accord. Et puis, il y a parfois trop d'enchevêtrement pour que ce soit vraiment. En fait, on va finir avec une carte avec quand même un token par classe, quoi. L'enchevêtrement est bien, quoi. C'est vraiment quels objectifs j'ai et comment je sers ces objectifs avec l'architecture de mon token / mes tokens potentiels. Bienvenue sur BFM Business Spécial Finance. Ouais, bon, on aurait pu aller plus loin. Vous êtes au top, c'était Deep. Carlita, contacte Akina pour parler tokenomics. Il n'est pas mauvais. Bon, c'est sympa de dire qu'il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, genre. Ok. Écoute, Grégory, si tu as encore une question, je vais la prendre. Aussi dans le chat, vous en avez quelques-unes. Et puis après, on va arrêter tôt parce que on va avoir Co qui va arriver. Je vais essayer de lui demander d'arriver plus tôt. Et puis comme ça, on va faire la suite tranquille. Moi, j'ai une question pour Adli concernant le Bitcoin. On voit maintenant son adoption au niveau certains pays en fait l'acceptent. Je crois que dernièrement c'est la Banque du Brésil qui l'a reconnu en tant que moyen de paiement, c'est le cas au Japon. En tant que moyen de paiement, tout à fait. Et au même moment, enfin quasiment en simultané, la Banque centrale européenne annonce qu'il est mort et machin. Donc du coup, est-ce que tu sens qu'il y a une adoption de Bitcoin qui se fait dans une zone géographique dans le monde plus développé qu'ailleurs ou pas du tout? Ça, on en parlait aussi dans Bitcoin la monnaie céphale, mais clairement, dans le Nord, on se rend compte beaucoup moins de l'utilité sociale que peut avoir Bitcoin. Le moyen de paiement, il ne marche pas trop mal. On a à peu près tous accès à un compte bancaire. On a à peu près tous accès à même du crédit. Les institutions financières marchent à peu près. Bien sûr, il y a des crises régulières, etc., mais marchent à peu près. Bancarisé, ouais. Ouais. Et quand on se place d'une perspective du Sud aussi, où il y a beaucoup plus d'envoi d'argent à distance et toutes ces problématiques, Bitcoin prend tout son sens
Également pour tous les endroits où il y a plus ou moins un contrôle d'échange ou une dictature ou des dictatures, ce qui peut être assez contraignant, on va dire, d'un point de En vue, Iran, par exemple. d'un point de vue monétaire. Il y a tous les pays où, enfin, faut penser qu'un Argentin, il peut pas commander sur eBay ce qu'il veut. Il peut payer que dans sa monnaie. Enfin, il y a plein de contraintes qu'on oublie complètement. Parce que nous, on est en position de force, voilà. en fait. Et que le Sud ressent plus. C'est pour ça, à mon sens, que c'est beaucoup plus. Ça s'est développé davantage dans le Sud. Et il y a aussi la logique comment dire, des États de potentiellement avoir une certaine neutralité ou de se défaire d'une monnaie étrangère, comme le Salvador, qui est finalement dollarisé. Bah, le Bitcoin, ça lui permet d'avoir une alternative qui est neutre. Et cette neutralité du Bitcoin, pour moi, elle va jouer un grand rôle dans les années à venir, vu l'équilibre géopolitique qui est en train de changer. La domination du dollar, on va pas dire qui s'écroule, hein, parce que c'est encore le dollar qui fait la pluie et le beau temps, mais en tout cas, comment dire, la déstabilisation du dollar en tant que monnaie vraiment étalon et monnaie de référence mondiale laisse une place finalement à Bitcoin pour permettre de garantir des échanges de valeurs avec finalement une neutralité qui peut être utile dans des cas de conflits géopolitiques comme on le vit actuellement. C'est-à-dire que s'il commence à y avoir des blocs, etc., qui n'échangent plus entre eux, qui s'interdisent l'accès à des devises, ben avoir un pont comme Bitcoin va servir à des États et des personnes. Et l'autre truc intéressant, c'est cette notion d'énergie qui est chère à un Gouspillou, par exemple, et qui fait que Bitcoin est une excellente commodité pour s'échanger finalement de l'énergie, parce que c'est plus ou moins de l'énergie lui-même. On est sûr qu'il y a de l'énergie dépensée. On voit que d'ailleurs les pétroliers commencent à investir dans le minage, ce qui est totalement cohérent pour réussir à s'extirper du dollar sur lequel ils n'ont pas de contrôle, tout en garantissant la valeur d'un actif par l'énergie qu'eux-mêmes vont dépenser via par exemple, l'exploitation des gaz flares, etc. Mais surtout, ça résout le problème du stockage de l'énergie, en quelque sorte. Enfin, pas totalement, mais sur ça ne résout pas le problème physique. Non, sur le point de vue physique, non. Mais sur le point de vue physique, ça donne quand même une solution, puisque tu peux te planter juste à côté. Oui. Donc, pour les gaspillages, oui, le gaspillage, mais tu ne le stockes pas. Mais par contre, ça stocke sa valeur, puisque ça représente de l'énergie. Oui. Donc, du coup, ça résout quand même un problème, un des problèmes du non-stockage de l'électricité. Donc, vraiment, vraiment trop cool. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu penses que... Enfin, moi, j'en parlais avec mon père l'autre jour parce que je continue de l'orange pilé. Et je lui disais, moi, je pense vraiment... Enfin, j'accumule des sats parce que je pense vraiment que je serai riche en Bitcoin, enfin, et qu'on va le dépenser, enfin, que je vais dépenser cet argent, que ce sera vraiment comme de l'or d'ici 20 ans, que je pourrai tout acheter. Alors, moi, je pense pas que les devises, mais c'est perso, hein, vont complètement cesser d'exister. Moi, je pense pas non plus. Mais par contre, on pourra dépenser en Bitcoin à peu près pour tout, je pense. Tout acheter. Où il y a des ponts, moi je pense. Pas voilà, forcément... où il y aura la possibilité de payer en Bitcoin partout, en tout cas, à peu près partout dans le monde. Et est-ce que toi aussi, voilà, tu penses ça? Est-ce que tu penses est-ce que tu dirais 10 ans, 20 ans? Enfin, moi, j'étais très partisan de justement Bitcoin comme moyen de paiement, utilisé partout, etc. Et j'ai tendance à l'être moins en ce moment, en tout cas. Et donc, du coup, toi, tu es plus team réserve de valeur? Ouais, alors que j'étais un grand partisan du moyen de paiement. Mais comme je dis, j'ai l'impression que pour l'instant, la guerre, entre guillemets, ou le combat est perdu. Ouais, mais 20 ans. Oui, on peut pas savoir. Mais du coup, on peut pas savoir. Oui, non, mais mais je pense que ouais, mais même les L2 qui arrivent, etc., vont avoir une utilité potentiellement pour le paiement qui peut être très forte. Après, Bitcoin restera une alternative libre, permissionless, etc. Donc oui, ça c'est cool. On pourra toujours s'en servir de paiement. Est-ce que ça va être démocratisé à grande échelle? Je ne sais pas. On le voit dans des pays comme le Salvador, ça commence à se démocratiser. Ouais, c'est tout petit encore. Quand tu regardes les vrais témoignages sur place. Mais est-ce qu'il n'y aura pas plutôt des logiques de compensation sur une autre valeur stable? Je ne parle même pas. Peut-être qu'on arrivera à se défaire du dollar ou autre en termes de valeur avec une stabilité. Ou si Bitcoin atteint une certaine inertie de prix et du coup qui devient à peu près stable. Ça peut devenir aussi ce qui est l'équivalent aujourd'hui du dollar, c'est-à-dire la monnaie d'échange qui permet de faire l'étalon entre toutes les monnaies pour les échanges internationaux. Par contre, oui, je suis un
On Je contraint, suis un croyant on de contraint en BTC. de Bitcoin, enfin Bitcoin comme étalon mondial, et Ok. potentiellement des banques centrales en fait qui accumuleraient du Bitcoin, et pourquoi pas un peg des monnaies sur Bitcoin, ça me semblerait pas hyper déconnant. Un En plus, serpent dans la logique monétaire où- international non, mais en plus autour dans le de. sens où bah, l'or c'est pareil quand les devises étaient libellées sur l'or. Bah, c'était cohérent parce qu'il y avait cette extraction de l'or qui était obligatoire, cette valeur stockée. Bah, Bitcoin, c'est vraiment pareil, quoi. Oui, Donc, oui, c'est. Ouais. ça fonctionne assez bien. C'est neutre. Donc, pourquoi pas un étalon Bitcoin? Ça, oui. Ça, je suis plutôt un partisan de cette logique et hypothèse. Et bah, dernière question, sauf si Grégory en a une. Après, je vais recevoir Co. Je sais pas ce qu'il fait, Christophe. J'ai envoyé un message. Du coup, ben en vrai, je lui avais dit 12h30, c'est vrai, il est tôt. On a Steve Dumont qui dit avec les CBDC, j'ai un peu peur, du contraire, mais je reste optimiste malgré tout. Qu'est-ce que tu penses, toi, des CBDC? Déjà, je pense qu'elles vont pas arriver tout de suite. Ouais. Ça va mettre du temps. Mais après, sinon, moi, ça me fait extrêmement peur parce que bah, pour moi, la majorité des politiques et des gouvernements délirent totalement sur la réglementation et sur toutes les lois KYC, AML, donc contre le blanchiment et l'identification des partis. J'ai pas du tout confiance en une banque centrale ou en l'État pour gérer la monnaie. Donc, moi, je pense pas que. Enfin, en gros, ça pourrait être une bonne nouvelle dans le sens où ça pourrait permettre d'avoir des devises fiat qui soient dans le même paradigme et donc sur lequel on pourrait jouer avec des smart contracts, etc. Mais il y a de grandes chances qu'elles soient totalement bridées ou que ce soit très mal fait ou que ce soit pas open. On le voit, ne serait-ce que sur les applications Covid, la difficulté qu'il y a eu à ouvrir ou pas le code, etc. et à prendre ces décisions. Alors sur ce qui serait notre monnaie, c'est quand même dingue. Mais on n'a déjà pas de contrôle démocratique sur l'argent. Donc j'ai envie de dire, ça changera pas énormément. Mais par contre, ce qui changera, c'est la capacité de contrôle de eux inverse, sur nous, voilà, ouais. sera bien plus néfaste. Donc non, le CBDC, à mon sens, pour l'instant, c'est une horreur. Après, peut-être qu'il y aura des choix d'architecture qui seront bons. Il faut. Et d'ailleurs, ouais, sur attendre, les applis Covid, moi j'avais eu. Ah, il y a un appel. Sur les applis Covid, moi j'avais eu un problème. Enfin, j'avais eu une discussion sur Twitter avec des gens qui disaient que le QR code en fait donnait accès aux données. Mais en fait, il y avait une nouvelle norme européenne à laquelle s'est pliée ensuite l'application Covid qui fait qu'on n'avait plus ce problème-là. Et rien qu'en échangeant sur ce sujet sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des menaces et qui a porté plainte contre moi pour soi-disant comme quoi j'allais tricher, je sais pas quoi. Donc, enfin, j'ai été dénoncée par quelqu'un et je me dis, mais genre en fait, les gens, enfin, quand les CBDC ils vont commencer à les mettre en place, la réaction du peuple, elle va forcément être, enfin, il y a une partie du peuple qui va forcément dire, mais attention, mais en fait, on nous surveille, etc. Et tous ces gens-là, ils vont se faire attaquer par des gens qui sont pour une transparence totale, dans le sens, mais si tu fais rien de mal, il n'y a aucune raison que tu aies peur qu'on regarde ce que tu fais. Genre cet argument vraiment très malsain pour nos libertés individuelles, qui est quand même celui de la majorité, en fait, je pense, des gens. Et ça va être un carnage. Je ne sais pas comment ils vont réussir à implanter les CBDC. Ça va créer des scissions démocratiques extrêmement graves, je pense. Il y a un auteur qui s'appelle Miguel Benassayag qui est très intéressant. Il est argentin et lui, il a lutté contre la dictature argentine, donc il a fait la prison pour ça. Et maintenant, il a sorti plusieurs livres. Il y a un livre qui s'appelle Éloge du conflit, où il parle justement que les gens acceptent de lâcher une part de leur liberté pour des raisons de sécurité. En tout cas, c'est ce qu'on leur vend. Et encore plus maintenant, depuis qu'il y a eu les histoires de terrorisme depuis 2001. Exactement. Vous allez perdre de droits, mais c'est pour votre sécurité. Et les gens disent, ah, ok, d'accord. Et c'est souvent un argument qu'on met en avant. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez hypocrite dans le sens où la plupart des régulateurs ou des gens qui font les règles sont les premiers à tricher et les premiers à ne pas être transparents. Parce que tu vois le Parlement européen qui réclame de la transparence pour les cryptos, pour plein de choses. Et la meuf, elle est corrompue, quoi. C'est n'importe quoi. Qui arrive chez eux, quoi. Et même timing parfait, parce qu'au moment où Aurore Lalucq, qui est députée européenne, dit voilà,
merci de ne pas me salir avec votre secteur, en fait. C'est son Ouais, secteur. c'est fou quand même que ça tombe cette semaine-là, quoi. Donc, Les beaux hasards de calendrier. Donc pour moi, ici, si on veut faire de la transparence avec ou sans blockchain, mais il faut que ce soit les politiques et l'État qui le fassent en premier et qui disent voilà ce qui est transparent, voilà les impôts qui sont collectés, Ça voilà n'arrivera jamais. voilà qui finance les campagnes politiques, voilà à quoi sert l'argent des campagnes politiques, voilà comment utiliser l'argent public. Tout est transparent et consultable en public. Et là, on pourra faire des leçons de morale aux citoyens. Ouais, mais tu vois, Steve, il dit ça va être facile. Moi, je pense que le CBDC, ça sera pas facile. Je pense qu'il va y avoir une très grosse résistance et que c'est vraiment une très, très mauvaise idée de faire lancer ça. Je pense que, et peut-être que ça sera plutôt cool pour nous parce que ça va peut-être nous ramener des gens. Sait-on jamais. Ah oui. Je pense que les gens vont commencer à s'intéresser à l'argent, en fait. D'où il vient, pourquoi. Les cryptos sont intéressantes là-dessus. Moi, il y a plein de gens que je connais qui ont découvert qu'ils n'étaient pas libres sur leur virement bancaire quand ils ont essayé d'acheter des cryptos. Oui, bah oui, bien sûr. Moi, je le savais plus ou moins, mais c'est vrai que je l'ai direct vécu, tu vois. 2000 balles, j'ai pas pu. Ils m'ont dit, bah non. Et j'ai appelé. Ils m'ont pas expliqué pourquoi. Ils m'ont dit, on a cru que c'était frauduleux et tout. J'ai dit, bah non, c'est pas frauduleux. Je suis vénère. En Belgique, on a des gens qui ont voulu acheter des cryptos. La banque a donné toute une liste de questions. Pourquoi vous achetez des cryptos? Pourquoi pour faire... Enfin, ils ont dit, mais au final, c'est notre argent pour faire ce qu'on veut. Donc, la banque a accepté. Et un mois après, la banque appelle les clients pour leur dire, si vous voulez, on peut vous proposer des placements en crypto. Donc, en fait, tu vois, l'intérêt, c'est donnez-nous votre argent, on va le gérer pour vous et on va faire des placements en crypto pour vous. C'est ça, en fait, l'idée des banques, enfin, du cas de certaines banques, tu vois. C'est assez dingue. Donc, on est vraiment sur une histoire de responsabilité, de droit de vie privée, quoi. Hein. Ça revient sur ça. Ouais. Zap Crypto, oui, bien sûr, tu peux mettre un lien. Avec grand plaisir. Laurent, bonjour, bienvenue, un fidèle viewer. Ouais, du coup, il y avait Olivier qui disait, il faut que je mette mes lunettes, je vois rien. La régulation ne sert pas à lutter contre le blanchiment, mais simplement à ralentir l'adoption de masse par la complexité juridique. Ce sont des banquiers qui rédigent les lois de régulation. C'est possible, je sais pas. Est-ce que tu sais, toi, c'est les banquiers? La capture de régulateur, c'est un truc connu, mais c'est dans les deux sens. Dans tous les cas, il y a des allers-retours dans les deux sens. Mais la complexité, en fait, moi, je mets bien sûr qu'il y a quand même un intérêt des banques à potentiellement ralentir l'adoption, mais honnêtement, généralement, c'est plus de la bêtise et de la méconnaissance que des trucs. Mais je pense que eux, en plus, ils ont des nouveaux marchés aussi. Il y a vraiment comment dire, ouais, pour moi, c'est vraiment beaucoup de bêtises et beaucoup de structures, en fait. C'est la manière dont les structures déjà existantes sont pas adaptées finalement à ce nouveau paradigme. Donc forcément que les réglementations elles vont être de travers. Parce qu'en soi, le fait de voler quelqu'un, c'est déjà interdit. C'est pas les cryptos qui changent, qui vont changer la donne. Il y a plein de... Ça, tout ce discours après l'histoire de FTX sur il faut réguler maintenant et tout, c'était complètement débile. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on sait que voler c'est interdit. Genre, le mec aurait dû être arrêté, il n'était pas arrêté. Nous on demandait que ça, en plus. C'est ça qui est fou. C'est que nous, on ne demandait que le fait que le mec soit arrêté, quoi. Et c'était plutôt les gouvernements qui faisaient pas grand chose, quoi. Enfin, là, en l'occurrence, le gouvernement américain. Mais ça me fait marrer parce que là, la boucle est bouclée. On arrive quand même à cette idée que c'est peut-être mieux de regarder les 20 prochaines années et après planifier petit à petit ce qu'on fait. Je pense que les banques, certaines en tout cas, commencent à comprendre que pour elles, il vaut mieux, c'est un peu comme la transformation digitale. Et, on est encore en transformation digitale pour les banques, hein, alors que voilà, les applis mobiles maintenant on a encore besoin de 2 applications pour faire un virement. Tu as besoin de l'application de la banque et ensuite du truc de sécurité. Enfin moi sur les 2 banques que j'ai tradies en Espagne ou en France, pour valider un virement, j'ai besoin d'une autre application. Pour valider un virement sur le web, maintenant il faut une autre. Voilà, c'est ça. Et non, mais même, alors pas que sur le web, même de mon compte. Ah ben moi, non. Donc c'est un scandale. Et genre les mecs, ils appellent ça la transformation digitale et tout. Ils font des startup week-ends thématiques entrepreneurs, tech et tout, pour nous piquer des idées, pour savoir ce qu'ils vont faire pour les jeunes et l'avenir. Et à chaque fois, ils font de la merde, clairement. Donc la transformation digitale des banques n'est toujours pas achevée, que là, il faudrait qu'ils s'attellent à un truc et à un changement de paradigme encore plus fort. Parce que c'est même pas juste un changement de support, quoi. C'est tout, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Alors, attends, point Godwin, on a parlé de SBF, mais pourquoi? C'est un bon point Godwin, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est avec le point Godwin des cryptos, ouais. Alors, on parle beaucoup
de l'argent retrouvé chez Eva Kaili, mais la présidente de l'Europe ne fait pas mieux avec son mari apparemment. Bah, je sais pas, je ne connais pas. Là, c'était la vice-présidente de l'Europe. Moi, ce que j'aime bien en fait dans ce truc, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez de femmes ripoux. Et donc, c'est assez cool que ce soit des meufs les connasses dans l'histoire, parce que ça montre que, tu vois, tu peux être... J'avais regardé un super reportage sur les femmes de dictateurs que je vous recommande sur Arte, et tu te rends compte que, bon, bah, les femmes de dictateurs, parfois, c'était peut-être un peu elles, en fait, le méchant dans l'histoire. Donc, ça me fait un peu kiffer, j'avoue, je valide. On avait SBF. Caroline, je trouve qu'on n'a pas assez tapé sur elle. Peut-être qu'il y a eu une petite retenue sur... Oh non, attends, je sais Caroline, elle a pris cher sur son physique. Surtout. Ah non, surtout. Oui, mais on l'a pas traitée de méchante, tu vois, dans l'histoire. Si. Moi, je trouve pas assez. Ah si, mais peut-être parce qu'on n'a pas le même Twitter. Mais je Ah ouais. que sur le crypto Twitter un peu global, quoi, elle a pris. Ah ouais, bon, bah ça fait plaisir. Presque pire que SBF, au moins au début. Bah, Eva Kaili, voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, bah, on a Christophe qui est arrivé, on va passer à autre chose. Je te libère si tu veux ou tu peux rester. Je peux répondre à sa question si tu veux. Vas-y. Alors, moi, Laurent... je pense pas du tout. En fait, il n'y a pas de juste milieu avec la privacy. La privacy, elle est soit by design, soit pas. Il y a toujours des... en fait, par voie indirecte, notre privacy peut être affectée. Je prends souvent l'exemple des rhinocéros ou dans certains safaris, c'est désormais interdit de prendre en photo des rhinocéros, d'avoir la géolocalisation activée, parce qu'en fait, les braconniers se servent des photos des gens qui font des safaris pour aller chercher les cornes. Donc, en fait, le rhinocéros, lui, a priori, il a pas publié sa vie sur Instagram. Donc, on pourrait penser que sa privacy est préservée. Droit des animaux. Il n'a pas Instagram, il a rien partagé, il n'a pas partagé de géolocalisation, et pourtant, ça l'affecte. Et toutes les notions de privacy, à chaque fois, il faut les prendre comme ça. C'est-à-dire que soit elles sont by design et total, soit elles ne sont pas. Parce que, par exemple, on va prendre un autre exemple très simple, mais aujourd'hui, quelqu'un qui utiliserait Tor à chacune de ses connexions, il est suspect par définition. Parce qu'en fait, comme par défaut, c'est pas Tor, quelqu'un qui n'utilise pas Google, c'est presque suspect. Et donc, il faut toujours partir de ce principe-là sur tout ce qui est notion de vie privée. Donc, la juste milieu, il n'y a pas de juste milieu, à mon sens, Laurent. En revanche, moi, je suis pour une privacy totale a priori, et qu'à posteriori, s'il y a un doute, on puisse condamner quelqu'un à devoir dévoiler finalement ce qui mais c'est à la base, les règles RGPD, c'est ça à la base. Mais Monero marche comme ça, par exemple. Monero, c'est-à-dire que tout est opaque, mais vous avez toujours une clé publique étendue, si je ne me trompe pas, que vous pouvez partager. Et cette clé publique étendue, elle montre tout ce que vous avez fait. D'accord, donc tu peux montrer patte blanche. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qu'on... Et après, bon, avec des preuves, on pourrait presque faire encore mieux, parce qu'on pourrait montrer patte blanche sans montrer ce qu'il y a derrière la patte blanche, en quelque sorte. Ok. Ou avec de la avec les ZK Rollup, on peut faire des trucs aussi avec le Zero Knowledge, tous ces trucs-là. Mais il y a Véronique qui était venue nous parler des RGPD, et à la base, les RGPD, c'est vraiment... l'idée, c'est à la base, c'est de protéger vraiment les utilisateurs. Et donc, c'est quand même de dire qu'on soit informé sur le fait que quand on se connecte à quelque chose, on donne déjà une donnée de connexion et potentiellement d'identification. Et le service le fait rarement de te signifier bien, de t'informer bien, que rien que le fait que tu connectes ton wallet, par exemple, c'est déjà une donnée d'identification indirecte. Parce que si sur Twitter, un jour, tu as balancé ton wallet public pour recevoir un airdrop ou autre, et qu'on fait une recherche, on retrouve, on sait que c'est toi. Donc, et on retrouve ton mail, on retrouve tout. Donc en soi, c'est une donnée déjà de privée en quelque sorte. Enfin, c'est considéré comme une donnée privée par les RGPD. C'est pour ça que ton grand cheval de bataille. Mais oui, mais non, mais parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que KYC ou pas, tu donnes quand même déjà des indications. Tu as dit toi-même, dès que tu te connectes sur un service plutôt qu'un autre, tu donnes déjà des indications sur des activités que tu pourrais avoir, qui tu es, ton comportement et peut-être du coup même ton identité derrière à la fin. Donc moi j'ai pas d'avis en fait là-dessus. C'est juste un sujet qui m'intéresse de fou parce que je me dis comment on va faire quoi. Et c'est pour moi du coup une des fausses promesses du Web3 vendues un peu sur LinkedIn partout et tout, genre non mais vous êtes anonyme. Et j'en ai marre en fait de croiser des startups qui sont d'ailleurs en général honnêtes mais juste mal informées, qui comprennent pas ce qu'elles manipulent comme données. Qui nous explique que le Web3, c'est le retour à la propriété des données et au secret, et au fait que tu ne montres pas qui tu es et tout. C'est faux, c'est faux. Et d'ailleurs, bah justement, voilà, comme ça, on va conclure. Après, on va passer à Co. Je vais te poser la dernière question que j'avais à te poser. Comme on a pas mal démonté le Web3 et tout, depuis le début, enfin le mot Web3,
sur lequel moi je l'utilise et je l'ai dit clairement depuis le début puisque c'est un mot valise et que je sais qu'on va repérer de quoi je parle et que ça permet d'englober tous les trucs dont on parle. Et donc mon émission s'appelle l'émission des conquérants du Web3. Est-ce que c'est une suggestion pour remplacer Web3 pour quand ça sera plus à la mode? Et pour être plus juste. Moi, j'aime bien le terme crypto. Hein, je trouve très bien. Hein. Il y a la notion de chiffrement dedans. Il y a la notion de un peu crypto-monnaie. Ça rappelle quand même la monnaie. Crypto, ça me va. Après, c'est peut-être mon côté vieux jeu de la crypto, on va dire. Mais je trouve que c'est un terme qui est assez intéressant. Et sinon, le protocole. L'émission live des conquérants des cryptos, c'est chelou. Des conquérants des protocoles crypto. Des protocoles crypto. On va voir quel sera le terme à la mode. Sur Internet. Quoi? L'émission des conquérants des protocoles des registres distribués sur Internet. C'est le truc qui fait des tu sais, je fais un acronyme. Non, après, moi, j'ai pensé à blockchain à l'époque. Protocole à blockchain. Ah, c'est pas mal. Bon, alors, mais ce projet-là, oui, on prend la dernière, c'est la dernière. Ce projet-là, Olivier, il est un peu tombé à l'eau, mais je suis sur d'autres projets du style. Enfin, j'ai toujours, en tout cas, je peux pas trop en parler, mais j'ai toujours cet objectif un peu en tête. Enfin, je trouve que pour l'instant, même dans les cryptos, on n'a pas vu émerger d'entité bancaire financière qui est vraiment horizontale, en fait, alors qu'on pourrait le faire avec les cryptos. Donc, c'est toujours quelque chose qui me préoccupe. Mais tu reviendras pitcher. Enfin, si, il y a Maker en quelque sorte qui fait ça, mais qui n'est pas connecté au monde réel. Enfin, qui est pas, en tout cas, qui peut pas offrir de services financiers traditionnels. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à trouver entre les deux finalement dans cette logique. Tu viendras pitcher du coup sur mon émission la prochaine saison. Peut-être. Je sais pas, est-ce que tu veux rester pour la suite ou tu as des rendez-vous peut-être? Moi j'ai un rendez-vous à 13, donc je vais partir à 13. Ok, super, trop cool. Grégory, je te descends juste pour faire l'interview de Christophe et après tu pourras venir poser des questions. Et moi je dis au revoir en avance, comme ça je pourrai partir. Ouais, tu vas t'échapper, ouais. Merci beaucoup. Ok. Merci.